So, dear colleagues, since we are Chers collègues, nous avons pris un peu de retard. Nous avons un gros quart d'heure de retard. Nous poursuivons sans retard. Mesdames et messieurs, la présente session vise à tenir un échange de point de vue par rapport à la situation actuelle au Proche-Orient, par rapport à la PESC et la PSDC. Si vous voulez intervenir, vous connaissez le système. Rappelez-vous, vous savez, je crois, comment vous enregistrer pour intervenir. Donc faites savoir si vous voulez le faire. Chers collègues, il n'y a pas d'orateur pour ce débat. Vous savez, normalement, on décide cela au dernier moment. Vous ne serez donc guère surpris que nous ayons retenu ce sujet très important, mais aussi délicat. Je vous invite à garder ceci à l'esprit avant de donner la parole aux collègues souhaitant intervenir. Quelques mots pour aborder la situation dans la région. Le 7 octobre dernier, nous avons été choqués par les lâches attaques du groupe terroriste Hamas contre Israël à la mi-décembre. Je suis rendu dans un kibbutz moi-même. J'ai été fortement ému. C'était affreux. À la suite de l'attaque, Israël a utilisé son droit à l'autodéfense, tel que défini par le droit international. La guerre Israël-Hamas a débuté et nous aimerions, je crois, tous qu'elle se termine. J'exprime ma peine par rapport aux victimes innocentes de part et d'autre. Il faut que les deux parties distinguent à tout moment entre combattants et civils. Nous serons d'accord pour dire qu'il y a urgence à briser ce cycle de violence et à relancer le processus de paix. La position de l'Union européenne est bien connue. Soutien inébranlable à une solution négociée débouchant sur deux États sur la base des frontières de 1967 avec deux États démocratiques souverains vivant côte à côte en paix et sécurité, Jérusalem étant la capitale des deux États et dans le respect absolu du droit international. Je crois qu'il n'y a pas de solution de rechange et j'espère que le processus de paix pourra redémarrer au plus tôt. L'une des façons concrètes dont nous pouvons aider, nous avons deux missions de paix sur place. Nous avons également une mission d'aide à la police palestinienne et une mission d'aide européenne aux post-frontières de Rafah. Ceci permettrait de faciliter la mise à disposition d'assistance humanitaire dans la bande de Gaza et aussi pour ce qui est de l'aide à la Cisjordanie. Je m'en tiendrai là. J'attends vos interventions. Les règles sont les mêmes. Vous avez droit à 90 secondes chaque. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir intervenir. N'hésitez pas. Nous entamons le débat. Mr. César Sánchez from España. Chers collègues, comme vous le savez, l'Espagne, durant des décennies, a souffert du terrorisme. Et donc, de la même façon, il est important que la communauté internationale et nous, ici présents, exigeons la libération des otages. Et de la même façon, nous croyons qu'Israël, en tant que pays démocratique, représente les valeurs essentielles dont le droit international. Nous devons réfléchir à ce qui s'est passé. Notre sécurité, nos libertés ne sont jamais garanties et il faut les protéger de façon permanente. Okay. Thank you, dear. Merci, chers collègues. Pour le Parlement européen à présent. Nous avons un accord d'association avec Israël. Ça fait
partie de ce qu'on appelle le soft power. Mais si nous ne faisons rien par rapport à soft power, ça devient un no power. Par rapport à ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas seulement un problème de droits humains, nous sommes face à un véritable massacre. Je ne parle pas des 110 personnes assassinées par l'armée israélienne, mais il y a des milliers de personnes qui meurent, dont certaines de faim. Il y a aussi les disparus, qui sont ceux qui sont sous les ruines et que personne n'extrait car Israël ne le permet pas. Dans l'accord d'association, il est dit que le pays, en l'occurrence Israël, doit se conformer aux principes démocratiques. Il ne le fait pas. Et nous maintenons cet accord d'association en invoquant les deux États. Mais ces négociations est impossible. Regardez la carte de Cisjordanie pour voir qu'il s'agit d'une carte où les colonies et les communications terrestres fragmentent en milliers de morceaux le territoire palestinien. Nous disons que s'il s'agit d'un État démocratique, c'est un État non démocratique et qu'un comportement génocidaire. C'est une honte. Si on veut que le soft power fonctionne, il faut suspendre l'accord et pas se contenter de vœux pieux. Merci. Thank you, Javier. Merci, Javier. Markus Faber, du Bundestag. Merci, McAllister. En tant qu'Union européenne, notre message est très clair. Nous sommes aux côtés d'Israël, la seule démocratie de la région. Ça vaut pour l'Allemagne, bien sûr, en particulier. Ce que nous avons vu ces derniers mois, c'est que le Hamas, non seulement a pris en otage les Israéliens, les Juifs, mais aussi les Palestiniens. Le message est très clair. Le Hamas doit capituler, libérer les otages, non seulement les otages israéliens, mais aussi les Palestiniens qu'ils gardent en otage. C'est un premier message. Le deuxième, les pays arabes doivent prendre leurs responsabilités par rapport au peuple palestinien. Ce sont les seuls à avoir une légitimité dans la bande de Gaza et il faut vraiment résoudre les problèmes qui s'y posent pour l'instant. Thank you, colleague. Merci, Monsieur Faber. Charlie Flanagan, Irlande. Dès le début, je félicite le comité organisateur qui a mis à l'ordre du jour ce débat urgent. Le 26 janvier, les Nations Unies, donc l'UNRWA, qui met à disposition des services essentiels aux réfugiés, a annoncé la fin de contrat de plusieurs employés en raison de leur participation supposée aux attentats du Hamas du 7 octobre. Ça vaut pour 12 personnes sur 13 000 employés à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies a mis sur pied un groupe d'enquête sous la direction de l'ex-ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. À la suite de ces allégations, certains États représentés dans cette salle ont annoncé la suspension de leur financement à cette agence. Il me semble qu'il s'agit de quelque chose de rétrograde. L'UNRWA assure une aide essentielle. Je suis un chaud partisan de l'UNRWA et je pense qu'il est important qu'elle puisse poursuivre son travail essentiel à Gaza. J'en appelle à ceux ici présents qui ont suspendu le financement de le réinstaurer. J'ai rencontré le directeur général Lazzarini. Il coopère pleinement avec la mission d'examen. Il y a une crise sur place et faisons en sorte que nous puissions aider les personnes concernées de toutes les façons possibles. Thank you. Merci. Le prochain à prendre la parole est Monsieur Bagnasco d'Italie. Grazie. Merci, Monsieur le Président. La condamnation sans nuance du massacre commis par le Hamas, c'est un massacre sans précédent. Et donc, nous sommes convaincus que l'État d'Israël doit continuer de vivre, mais en même temps,
et avec beaucoup de clarté, nous devons faire savoir que tous les pays démocratiques doivent faire tout ce qui est possible sur le plan diplomatique pour convaincre Israël à réagir de façon qui ne soit pas intolérable. C'est un devoir moral que l'Europe, composée de pays porteurs de civilisation, c'est un devoir auquel l'Europe ne peut se dérober. Et je crois que ce message doit être émis. Condamnation totale du Hamas, mais impossibilité de poursuivre ces massacres de civils qui sont absolument intolérables. Thank you. Merci. Tom van Denkelaar du Parlement européen a la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en train de préparer une conférence de paix en vue d'une solution durable pour le conflit parce que nous avons besoin d'une perspective à long terme. L'initiative de la paix a également été discutée donc au niveau de la Commission des Affaires étrangères et c'est là que nous avons dit que nous allons imposer cette solution donc aux Palestiniens. Mais la question est de savoir si les États-Unis participent à cela et est-ce qu'une telle approche est la bonne parce qu'une telle solution ne peut être défendue que lorsqu'elle est soutenue par la communauté internationale. Et les parties belligérantes doivent également respecter l'accord. Et en tant que communauté, nous avons un rôle très important à jouer, mais nous ne pouvons pas nous substituer donc aux parties concernées. Nous devons démarrer les négociations qui s'imposent. Tout est mieux que de ne rien faire, mais la question est de savoir si l'Union européenne peut donc effectivement suivre les États-Unis en la matière et nous avons entendu que le rôle de l'Union européenne est bien entendu important. C'est une responsabilité très importante pour notre haut fonctionnaire. Thank you, Tom. Merci, Tom. André Flao de la Belgique a maintenant la parole. Monsieur le Président, tout d'abord, je crois qu'il faut vous remercier les organisateurs d'avoir ajouté en fin de cette session de premier jour cette problématique. On aurait pu en ajouter d'autres aussi. On aurait pu ajouter toute la problématique de l'Afrique. Alors, on a été choqués, on a condamné les actes du Hamas. On a été choqués et nous sommes horrifiés par ce que nous constatons aujourd'hui dans la bande de Gaza, où chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes meurent et meurent de faim aussi puisqu'un blocus a été imposé et cela au mépris de toutes les règles internationales. On a été sévère et très sévère à juste titre à l'égard de la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. On est frileux quand il s'agit de parler d'Israël et de condamner et de sanctionner Israël par le mépris que ce gouvernement d'extrême droite a comme attitude en mettant des gens dans un véritable ghetto et nous ne pouvons pas accepter ce génocide et l'Europe devrait non pas se contenter de faire des discours, de faire des idées, de préparer des choses, l'Europe devrait agir et d'ailleurs les deux présidents, Sanchez et De Croo, ont marqué de leur présence dès le début leur volonté de trouver des solutions et de participer à des solutions. Critiquer la politique du gouvernement d'Israël, ce n'est pas faire preuve d'antisémitisme, c'est tout simplement critiquer un gouvernement qui ne respecte pas les règles internationales et on ne peut pas avoir deux poids et deux mesures par rapport au respect des règles internationales. Comme d'ailleurs, nous sommes silencieux à l'égard de ce qui se passe à l'est du Congo, où là aussi nous avons une certaine frilosité par rapport au Rwanda et même la Commission vient de passer une convention avec le Rwanda pour l'exploitation des minerais, alors que les minerais se trouvent, tout le monde le sait, au Congo et pas au Rwanda. Nous avons à réfléchir, mais nous avons surtout à agir, parce qu'alors nous ne devrons plus nous interroger pourquoi certains peuples ou certaines communautés ne croient plus en Europe. Merci. Parole à notre collègue Menderuta de Roumanie. Merci, monsieur.
Merci beaucoup. Il apparaît clairement que la situation complexe du Moyen-Orient nous préoccupe tous et toutes. Évidemment, on a besoin de coordination internationale, des efforts qui pourraient permettre des avancées vers la paix au Moyen-Orient lorsque les conditions le permettront. La spirale de la violence prouve qu'une solution à long terme de paix est la seule option. La seule qui soit viable, c'est la solution des deux États qui répondent aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens et qui impose une paix durable. Le scénario post-conflit pour Gaza doit être lié à un ordre politique viable pour les Palestiniens. N'oublions pas non plus la Cisjordanie, Jérusalem-Est, qui ont besoin d'une représentation par les Palestiniens eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Holsomelsk. Natalia Pouzitrev de France a maintenant la parole. Si, je m'exprimerai en français. La position de la France a toujours été de soutenir la solution à deux États. Maintenant, permettez-moi d'exprimer un sentiment personnel. Le sentiment qui est l'horreur, le désespoir que m'inspirent les atteintes qui ont été portées aux femmes, au corps des femmes, quant aux violations sexuelles, aux mutilations. Et j'appelle l'Union européenne à dénoncer ces crimes comme des crimes contre l'humanité commis par le Hamas. J'exprime également toutes mes pensées aux otages encore détenus par le Hamas et espère que tout soit mis en œuvre afin de parvenir à leur libération. Je vous remercie. Merci, Madame. Is Haris Gorgiadis de Chypre a la parole. Oui, je viens de Chypre. Monsieur le Président de séance, la première chose à dire, c'est que l'Europe a besoin de s'engager plus au Moyen-Orient. Voici bien une région où les États sont défaillants. Cela pose des risques pour notre propre stabilité, notre propre sécurité. En termes de migration, clandestinité, terrorisme, perturbation des routes maritimes, comme nous le voyons aujourd'hui. On a besoin de l'Union européenne, on a besoin d'une politique de l'Union européenne qui soit engagée, plus efficace et plus forte. Par ailleurs, j'appelle au gouvernement israélien pour un cessez-le-feu immédiat. Mais j'appelle également à un désarmement du Hamas, à une fin des attaques menées par le Hezbollah. J'appelle également à la libération des otages. La solution à deux États est la seule solution, mais elle n'est pas atteignable si le Hamas, le Hezbollah et d'autres mouvements fanatiques islamistes continuent à faire la loi dans cette région au détriment des Palestiniens avant tout et de l'ensemble de la région. Merci. Thank you, colleague. Merci, chers collègues. Ivana Posavets-Olim. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La situation au Moyen-Orient est une source d'inquiétude. La Croatie s'aligne sur l'Union européenne et j'aimerais dire que nous condamnons les attaques terroristes menées par le Hamas et réitérons le droit d'Israël à l'autodéfense et à la sécurité, mais nous rappelons à Israël qu'elle doit également respecter le droit international. La prise d'otages et les attaques délibérées envers les civils sont des violations des droits de l'homme et droit international. Il faut protéger les civils, notamment les femmes et les enfants, ce qui n'est pas le cas pour le moment au Moyen-Orient et au Gaza. La Croatie est impliquée dans toute initiative d'aide d'urgence pour les civils à Gaza. Au travers des organisations internationales, nous continuons à appeler à une libération de la totalité des otages, une libération immédiate, un accès sûr à l'aide humanitaire
doit être assurée via notamment des corridors d'aide. En conclusion, mes collègues du Parlement croate à Zabor ont à de multiples reprises réalisé des visites en Israël pour voir par eux-mêmes les conséquences des attaques perpétrées par le Hamas. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut trouver une solution et il faut trouver une issue. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole à Kimmo Kiljunen. Monsieur le Président de séance, vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que le 7 octobre l'année dernière, on a été témoin d'un acte de terrorisme brutal des mains du Hamas. L'Israël, vous avez raison, a le droit à l'autodéfense et tous les otages devraient être libérés. Vous avez raison. Mais un crime de guerre ne justifie pas les autres crimes de guerre. Ce problème de violence n'a pas démarré le 7 octobre. Ses racines vont bien plus loin. C'est un siècle de violence. C'est un cercle de violence également auquel on assiste au Moyen-Orient. Une véritable spirale. La revanche n'appelle que la revanche et les morts se multiplient. Le problème, c'est que dans un territoire, sur un seul et même territoire, deux nations, les Palestiniens et les Israéliens, ne peuvent vivre ensemble. Et les musulmans et les juifs n'arrivent pas à vivre ensemble. Depuis 1947, la communauté internationale plaide pour l'option à deux États. Est-ce réaliste lorsque Netanyahou et le Hamas rejettent ce modèle et veulent un seul État, que ces deux nations, que ces deux religions soient réunies dans un seul et même État grâce à des institutions démocratiques? C'est une autre option. Merci, chers collègues. Evangelos Apostolakis de Grèce prend maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, au-delà de la guerre en Ukraine, maintenant nous vous voici retrouvés à la crise dans la bande de Gaza, l'augmentation des tensions dans la mer Rouge, l'environnement de sécurité se détériore, le paysage sécuritaire est en pleine mutation avec des rivalités géopolitiques qui se marquent de plus en plus. Dans le cadre de la mission Aspides, l'Union européenne a montré sa détermination à communaliser ses politiques de sécurité et de défense. Je salue les pays qui portent cette mission. La Grèce fait partie de ces pays. Nous accueillons le QG de cette mission, mais nous avons également déployé des bâtiments dans le cadre de la mission Aspides, ainsi que d'autres infrastructures. Nous avons toujours à cœur de partager nos efforts pour plus de stabilité et de sécurité. Nous sommes accordés sur les modalités pratiques. L'article 44-30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet à un groupe d'États membres qui le souhaitent de planifier et de mener une opération ou une mission au nom de l'Union européenne, ce qui nous donne cet article plus de flexibilité dans notre prise de décision. Comment envisageons-nous l'avenir et quelles sont les initiatives que nous sommes prêts à prendre pour formuler une culture stratégique commune soutenue par tous les membres dans l'unité de la solidarité afin de renforcer nos capacités et notre volonté à agir de concert pour protéger nos valeurs communes et rendre de manière ultime un fournisseur de sécurité et un relais de sécurité plus fort. Merci, Aron Emilsson de Suède. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président de séance. Chers collègues,
Bien, une autre guerre brutale se déroule sous nos yeux entre Israël et le Hamas à Gaza, avec des conséquences désastreuses en termes de statistiques, de morts. Quelques remarques, si vous me le permettez, au nombre de 3. En fait, n'oublions pas que le Hamas a mené avec cette attaque de grande envergure du 7 octobre la guerre, a véritablement déclaré la guerre à Israël. Ils ont cibler les civils israéliens, mais remettre également en question, ce faisant, l'existence même d'Israël. Il y a encore 2 jours, j'ai rencontré le secrétaire d'État du Qatar avec le président du Parlement suédois. Le Qatar joue un rôle pivot de médiation sur ce dossier brûlant du Moyen-Orient. Le Qatar joue les médiateurs dans ce conflit, mais joue également un rôle pour atténuer les attaques sur les navires marchands en mer Rouge. On a besoin d'un cessez-le-feu, d'une libération des otages. On a besoin d'assurer l'accès à l'aide humanitaire de manière beaucoup plus large et facile à Gaza. Il faut restaurer l'ordre de paix, mais à long terme, quelle est la solution? La solution des 2 États, mais les attaques du Hamas doivent être condamnées et toutes les pensées antisémites, nationales et internationales doivent également être condamnées parce que c'est un problème qui prend de plus en plus d'importance. Madame Scavigno du Danemark. J'appuie tous ceux qui, dans leur intervention aujourd'hui, qu'il fallait abrocher cette crise de la même manière que l'approche qu'on a adoptée pour l'Ukraine. Il faut que les mêmes normes s'appliquent à tous. C'est une question de sécurité. Il faut comprendre qui sont les agresseurs et comment la crise s'est envenimée. Hamas est un agresseur, mais Israël agit également comme un agresseur. En Europe, il faut parler de morale, d'état de droit, de principe, et il faut promouvoir toutes les actions pour mettre un terme à la crise humanitaire en Palestine. Il faut réfléchir à la manière dont on tolère les actions de l'IDF pour le moment à Gaza. Peut-être que cela ne fait qu'envenimer la situation. Il faut rester ferme dans notre promotion des principes du droit international pour qu'une désescalade s'opère dans toute la région et au niveau mondial. Merci. Thank you. Next speaker is... Merci. Parole à Seda Gurun-Bulut de Turquie. Collègues, le monde est aujourd'hui divisé entre ceux qui sont du côté du front humanitaire et ceux qui s'y opposent. Chaque réunion internationale qui se tient depuis le 7 octobre est l'occasion de déterminer notre place dans ce tableau. Le massacre de 30 000 innocents depuis 5 mois se poursuit en dépit des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'injonction provisoire de la Cour internationale de justice. Ce ne sont pas seulement les bombes et les attaques qui menacent la vie des habitants de Gaza, mais aussi la faim mortelle, en particulier au cours du dernier mois. Des conteneurs remplis de nourriture, de vêtements et de fournitures médicales ont été laissés à l'abandon aux postes frontières de Rafah et n'ont pas été autorisés à atteindre les civils de Gaza. En conséquence, à l'hôpital Kemal Edwan, qui est l'un des rares hôpitaux de Gaza à ne pas avoir été bombardé, toutes les opérations chirurgicales ont été interrompues en raison de l'insuffisance des installations. À notre connaissance, 7 enfants sont morts de faim en l'espace d'une semaine seulement. L'un d'entre eux est un bébé de 34 jours nommé Mohamed. Je cite son prénom parce que, comme tous les civils qui sont massacrés, il avait aussi un prénom et un nom. Bien que l'injonction émise par la Cour internationale de justice soit prometteuse, on sait que le rapport demandé à Israël a été remis dans un délai d'1 mois. Le contenu du rapport n'est pas divulgué pour des raisons de confidentialité. Le suivi de ce rapport par des institutions telles que l'Union européenne et le Conseil de l'Europe est d'une importance capitale. En avril 2023, pendant le mois sacré du Ramadan, les forces de sécurité israéliennes ont attaqué des musulmans dans les mosquées El-Aqsa et arrêté des civils. Les forces de sécurité israéliennes ont fait de la place pour les juifs qui entraient dans le harem shérif et l'ont fait pendant le culte des musulmans. Dans une semaine, le Ramadan de 2024 va commencer. La mosquée El-Aqsa et le haram al-Shérif sont sacrés pour nous, musulmans, et la protection de ces zones ainsi que la liberté de culte des musulmans, conformément au droit international, sont des priorités. Je vous remercie. Thank you, madam. Next is Enrico.
Merci, Madame Enrico Borghi d'Italie. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Une situation aussi dramatique nous impose d'utiliser des paroles de vérité. Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte d'une préoccupation, à savoir que l'Europe risque de se retrouver privée d'importance sur la scène du Proche-Orient. En ce moment, pour tenter d'en arriver à une trêve, se réunissent l'Égypte, le Qatar, les États-Unis. L'Europe est absente. Nous n'avons pas réformé les traités. Nous ne sommes pas à même d'être protagonistes. Nous n'avons pas d'armée européenne. Nous ne pouvons pas discuter de l'opération des otages et des sanctions sur le Hamas, de la reprise du processus de paix. Mais veillons à ne pas répéter ce qui s'est passé dans le pays en 200 avant Jésus-Christ. Comme le disait Tite-Live, en mentionnant qu'alors qu'à Rome on discutait, Sagunt brûlait. Si nous ne sommes pas conscients de l'importance de réformer les traités, nous continuerons de discuter pendant que Gaza brûle. Thank you. Merci. Hulusi Akar a maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Le massacre perpétré par les forces israéliennes se poursuit et on a dépassé les 30 000 victimes à Gaza. Je pense notamment aux femmes, aux enfants qui sont morts en Ukraine et à Gaza. En Ukraine, ce sont 13 000 enfants qui ont perdu. À Gaza, ce sont 13 000 enfants qui ont perdu leur vie. L'aide humanitaire à la population n'est pas possible en raison du blocage complet, du blocus complet des forces israéliennes. Nous avons besoin d'un État de Palestine autonome, libre, dans les frontières de 1967. L'aggravation du conflit me fait peur. Nous sommes préoccupés par les attaques de l'IDF sur Rafah et l'expulsion des civils de leur propre terre. Tous les efforts de transférer le peuple palestinien sont inacceptable. Certains pays ont suspendu leur aide à l'agence de l'ONU après les affirmations faites et les dénonciations faites sur certains de leurs collaborateurs et collaboratrices. La Turquie est prête à apporter une contribution à la résolution du conflit israélo-palestinien sur toutes les voies, tous azimuts. Nous sommes prêts à travailler à un mécanisme de facilitation de la paix. Merci. Teşekkür. Thank you. Teşekkür, merci. Camelo Abella de Malte a maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir ouvert le débat sur ce sujet. Je suis d'accord avec vos remarques liminaires. Le conflit ne date pas d'hier. Et malheureusement, on observe de manière cyclique une escalade, comme on l'a vu le 7 octobre, attaque que nous condamnons encore et encore, mais il faut également condamner les conséquences de cette attaque et ce qui s'est produit après le 7 octobre. Il faut dire que clairement, indépendamment de la religion ou de la nationalité, toute perte de vie doit être condamnée. Mais on est au-delà du stade des condamnations. Il faut ouvrir des voies pour avancer. On a besoin dans l'immédiat d'un cessez-le-feu, c'est évident. Mon pays, Malte, non membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a mis en avant une résolution, la 2712, pour une trêve de longue date en ligne avec les dispositions de cette résolution. Je pense que l'aide humanitaire devrait être une top priorité et c'est un effort qui devrait prévaloir pour le moment, mais je conclus quitte de la période post-conflit. Je suis d'accord avec les autres collègues qui ont déjà dit que l'Union européenne devait endosser un rôle de pointe et important sur ce qui se passe dans le Moyen-Orient. On connaît la solution, vous en avez fait part
l'Assemblée, David, nous, Européens, on devrait exercer des pressions pour la concrétisation de la solution à 2 États sur la base du tracé et des frontières de 1967. Merci, Carmelo. Notre collègue Calovini d'Italie prend maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un argument très délicat qu'on ne peut traiter en quelques secondes. On l'a dit justement avant moi, ça ne remonte pas au 7 octobre, ça remonte à plusieurs décennies. Le problème actuel auquel nous sommes confrontés, c'est celui de la désinformation, dont il a été beaucoup question ce matin pour la Russie et l'Ukraine, mais aussi pour la question du Proche-Orient. Il est grave qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui mette sur pied d'égalité Hamas et l'État d'Israël. Le Hamas est un groupe terroriste qui souhaite la destruction d'un pays démocratique. Israël, certes, n'est pas exempt de défauts, mais doit être respecté comme toute démocratie. Et si l'Union européenne a une tâche précise, tenter de lier des contacts avec les pays arabes qui tentent d'en arriver à une solution de paix. Et en effet, les accords d'Abraham auraient pu peut-être permettre de tourner certaines pages au Proche-Orient. Et il y a aussi la tâche de souligner que la seule voie empruntée pour tous est celle de 2 États, 2 peuples. L'Europe s'y est bien comportée face à la situation en Ukraine. Elle doit en faire tout autant par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Merci. Grazie. Merci. Le dernier à prendre la parole sera M. Colația de Roumanie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet dramatique, complexe du Moyen-Orient. À mon tour d'épingler brièvement 2 ou 3 choses. Tout d'abord, le terrorisme, c'est du terrorisme. Ce qui s'est produit, ce qui a été perpétré le 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas ont kidnappé, tué, exécuté, torturé des civils, tout ça parce qu'ils étaient juifs, ça va au-delà du terrorisme. Cela nous rappelle le régime nazi et tout cela devrait être condamné avec fermeté. Les représailles et l'opération militaire menée par Israël se fonde à l'origine sur le droit à l'autodéfense tel que conféré par la Charte des Nations Unies. Mais aujourd'hui, cette opération pose des problèmes en termes de droit international, de droit humanitaire international. Il y a quelques exemptions. Le Hamas utilise les innocents des Palestiniens comme boucliers humains. Ils utilisent les familles mixtes palestino-roumaines comme boucliers humains. On a des témoignages directs. On a tenté d'extraire ces familles mixtes de la région. En définitive, la solution, c'est la solution à 2 États. Comme l'a dit notre président finlandais, le processus de normalisation des relations s'est arrêté net le 7 octobre. Et l'Arabie saoudite et d'autres États arabes devraient relancer ces pourparlers pour donner toutes ses chances au processus de paix et à la solution à 2 États. Merci. Thank you. Merci à vous, chers collègues. Merci d'avoir contribué à ce débat. Je me garderai bien de résumer les échanges. L'idée de ce débat d'urgence était de tâter le terrain des différentes opinions relayées par les différents partis représentés dans la salle, par les différents États membres représentés également. Que dire en définitive, si ce n'est merci à l'ensemble des députés nationaux et mes collègues du Parlement européen. Notre session va maintenant se terminer. La prochaine session démarrera demain à 10h. Elle sera consacrée aux priorités de la politique étrangère de sécurité commune, la politique de sécurité et de défense commune. Avant se tiendront les réunions des groupes politiques dans ce bâtiment, mais à l'étage 3. Merci à nos hôtes belges qui nous invitent à un dîner
un dîner dans des conditions très détendues à la brasserie historique de Halfman, qui signifie la demi-lune. N'oubliez pas d'emporter vos badges et vos vignettes d'identification afin de passer la sécurité. On nous attend à 19h à la brasserie de Halfman. Et donc, soyez à l'heure, histoire de pouvoir choisir votre